Bonsoir. Marseille la captive, Marseille la lascive, Marseille la métisse, Marseille qui n'aime pas se laisser enfermer dans les clichés et Marseille qui ne cherche pas que l'on l'aime. Marseille vers qui il faut aller, Marseille que nous allons essayer de comprendre et que nous allons essayer de faire revivre ce soir grâce à la complicité de la nuit, grâce à la complicité de la fiesta des Suds, grâce à Bernard Aubert et grâce à la mairie de Marseille. Nous sommes au cœur d'un quartier marseillais, Doc 19, dans un labyrinthe de salles, dans un coin de ce labyrinthe, dans une bodega. On va écouter tout au long de cette émission de la musique, on va parler de la vie culturelle qui est extrêmement intense dans cette ville de Marseille. Je rappelle que c'est la deuxième ville de France, que c'est la ville la plus vieille de France, et qu'on y entend toutes les musiques. On va commencer ce soir en musique, ville de la tolérance et de l'apprentissage de la liberté, avec Tcheba Zorba qui va nous interpréter Seknet Marseille, c'est-à-dire J'habite Marseille. À vous, Tcheba. Tcheba est originaire d'Oran, elle a quitté l'Algérie il y a maintenant 2 ans et elle a choisi d'habiter et de vivre à Marseille. Alors Bernard Aubert, on est chez vous, on est dans un petit coin de chez vous parce que ici, depuis 10 jours, eh bien c'est la fête au cœur de la nuit, toutes les cultures se mélangent, tous les gens s'écoutent, mais c'est quand même le Sud qui prédomine. Alors j'imagine que c'est pas par hasard qu'à Marseille, vous avez décidé pour la 5e fois de faire cette fiesta. C'est même une évidence, c'est-à-dire qu'on est parti d'une idée simple, Marseille, capitale du Sud, Marseille, porte du Sud. Il n'y avait pas d'événement qui ressemblait à cela. C'est étonnant, mais bon, on n'avait pas d'événement qui véritablement mettait en avant les cultures du Sud, qui valorisait un petit peu ce qui se fait ici, qui était capable d'accueillir les derviches tourneurs de Damas, comme on l'a fait à la première soirée, qui était capable de programmer chez Bazora. Donc on a voulu créer cet événement, et on l'a créé il y a 5 ans dans un ancien dock, qui est maintenant l'ancien dock, donc place de la Joliette. C'est un lieu magnifique. Et on n'a pas voulu seulement faire un festival, c'était un festival parmi d'autres, autrement. On a voulu aussi, dans une période en crise, un peu en difficulté, identifier des lieux qui soient fortement marqués sur l'histoire de Marseille, dont les anciens docks, le J4 sur le port,
et maintenant les anciennes manufactures de Oui, tabac. car Marseille a toujours effectivement la même image, il n'y a pas que le Vieux-Port. Hein. Il n'y a pas que le Vieux-Port, et puis ça a un avenir. Et on a voulu des lieux qui ont un avenir, quel qu'il soit culturel ou qu'il soit économique, mais c'est que des avenirs proches qui sont là. Les manufactures de tabac sera très certainement prochainement les archives de la ville. Marseille a un centre, mais en même temps n'a pas de banlieue, par exemple comme Paris ou comme Lyon. C'est-à-dire c'est une ville qui vit dans plusieurs endroits. C'est une ville qui est structurée par village, comme toutes les villes du Sud, et qui n'avait pas produit jusqu'à maintenant un événement de type Faes de Valence ou Feria de Séville ou des choses comme ça. Donc peut-être que la Fiesta des Suds va devenir la Fiesta de Marseille. En tout cas, c'est le but de l'équipe. Alors on sait que cette manifestation qui a commencé il y a 10 jours fait vivre des nuits entières de folie aux Marseillais puis à tous les gens de la région. Mais comme c'est la seule manifestation de la nuit et de toutes les musiques, on se demande ce que les gens font tout le reste de l'année à Marseille. Je pense qu'il y a d'autres événements très riches. C'est que l'équipement culturel, on en verra tout à l'heure, est important. C'est pas sur ça qu'il y a des manques. Ce qui a des manques, c'est sur le lien social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la ville se retrouve et se sent. Nous, on est l'anti-festival virtuel. On est véritablement un festival où à la fois on vit les cultures, à la fois, mais on les vit à tous les niveaux. On les vit dans un spectacle et on est acteur dans le lieu où on est. Samedi dernier, il y avait 200 personnes qui dansaient la sévillane. C'est cette action qui permet effectivement, on reprend les vieux modèles catalans ou les vieux modèles andalous, oui, les vieux modèles mais vous italiens. n'êtes pas élitiste, y compris dans l'organisation de votre propre festival. Vous allez d'abord vers les associations, dans tous les quartiers, et vous travaillez en relation étroite avec toutes les communautés de Marseille. Oui, mais on n'est pas un festival communautaire, parce que ça existe à Marseille, mais ça gêne personne. C'est-à-dire qu'il y a des communautés à Marseille qui sont très fortes, qui produisent des groupes comme Bana Marseille ou d'autres. On va l'entendre tout à Mais l'heure, qui sont des groupes, des communautés qui n'empêchent pas d'être Marseillais avant tout et d'être sudistes. C'est intéressant ce mélange. Des gens comme Viard l'expliqueront beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Et nous, on n'a pas voulu faire un festival communautaire, un festival tristouille, un festival antiraciste, entre guillemets. C'est un festival de musique. Vous n'êtes pas des militants, vous êtes des militants du bonheur et du plaisir. Tout à fait. Mais bien évidemment, quand on invite Cheb Azora à l'ouverture de la Fiesta, on parle de l'Algérie. Donc Cheb Azni, qui est mort et qui avait... Donc Cheb Azora avait été une des personnes avec qui il avait chanté. Alors Jean Viard, vous avez publié un livre qui s'intitule Marseille impossible. Vous êtes sociologue, vous êtes marseillais, votre ville de cœur, d'enfance, c'est Marseille, c'est aussi votre laboratoire d'expérimentation. On a vraiment l'impression qu'on enferme Marseille finalement dans des clichés, peut-être de misère économique, d'accueil de toute la Méditerranée. On oublie que Marseille, eh bien, ce sont plusieurs villes à la fois. C'est-à-dire c'est une très grande ville, hein. Vos images du début l'ont bien montré, c'est d'abord un port. C'est pour ça qu'il y a toutes ces communautés qui sont arrivées par la mer, au fil de l'histoire en fait, hein, et qui continuent d'ailleurs à arriver par la mer pour certaines d'entre elles, notamment effectivement en ce moment un certain nombre d'Algériens. Donc il y a cette ville-là qu'on connaît, qui est celle de ces communautés qui sont les unes à côté des autres, qui font des affaires ensemble, qui de temps en temps entrent en conflit, etc. Ça, c'est Mais une la des première communauté de Marseille, c'est la communauté des Français du Nord. C'est sûr que c'est aussi une très grande ville industrielle, technique, scientifique. C'est l'autre côté de Marseille. Quand on vient à Marseille, quand on n'est pas marseillais, on arrive vers le Vieux-Port ou vers le port. Et au fond, l'autre ville, la ville moderne, riche pour le moment, elle est de l'autre côté, elle est vers le Prado, elle est à l'autre bout. Et au fond, il y a deux villes de 300 000 habitants à côté qui se croisent plus ou moins bien dans le centre-ville. Et c'est un des intérêts de la Fiesta. C'est au fond l'idée de mélanger ces gens, de mélanger aussi bien les cadres du Sud que les gens en difficulté dans le Nord, que ceux qui consomment, je dirais, de la culture, que ceux qui n'en consomment pas d'habitude, quoi. Alors pourquoi Marseille, ville impossible? Tout à l'heure, Bernard faisait allusion à cette multiplicité de communautés, mais Marseille, c'est pas une cohabitation de communautés, c'est une manière de trouver la vie ensemble. La ville impossible, c'est un peu un jeu au départ, c'est comme on dit d'un enfant qu'il est impossible. Et à la fois, quand on dit ça de son propre enfant, c'est à la fois qu'on le trouve insupportable, on se dit il doit être quand même un peu plus génial puisqu'il n'est pas quelconque, c'est ça. C'est aussi parce que Marseille, en France, une image compliquée, c'est une grande ville de port, c'est la grande ville méditerranéenne française. La France, c'est un pays terrien, c'est pas du tout cette culture, c'est pas la même culture, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Marseille est une ville très française et qui est complètement méditerranéenne. Alors les Français la regardent souvent un peu avec une certaine distance, puis ça a été longtemps la ville du deuil de l'Algérie aussi, donc toute cette mémoire pénible, aussi bien pour des tas de gens, quoi, des titres divers, quoi. Et puis ça a été une ville en crise après l'Algérie pendant 20 ans, et ça l'est encore, faut pas oublier que c'est une ville pauvre, c'est une ville où il y a quand même encore peu de travail, où il y a le port qui n'est plus ce qu'il était, même s'il redémarre, où il y a les grandes industries de l'époque coloniale qui n'existent plus. Donc là, il y a des gens très malheureux, il y a une grosse lourdeur dans cette ville. Et puis à côté, il y a la ville du Sud, d'une région en croissance, et les deux sont à côté. Il y a de la richesse nouvelle, de la pauvreté ancienne, et c'est pas les mêmes souvent. Alors ça fait aussi pas mal de difficultés. Alors Marseille, c'est une ville qui a eu du mal à faire le deuil colonial. C'est une ville qui s'est inventée dans ses multiples identités. Jean-Claude Izzo, vous êtes
Vous êtes écrivain, vous avez pris l'arme du polar et du roman noir pour décrire votre ville de cœur. Je vais parler bien sûr de Marseille, mais chez vous aussi, il y a une véritable passion pour Marseille. C'est une ville, dites-vous, qu'il faut à la fois savoir haïr pour pouvoir l'aimer. Oui, je crois que c'est une ville qu'il faut apprivoiser. Alors bon, moi j'en parle avec le regard qui est le mien. Bon, à savoir que je suis fils italien et fils de mère espagnole. Donc bon, je porte Marseille pour moi, c'est le lieu de croisement et je vis avec ce croisement. Et ce qui fait que je ne me sens pas, enfin je me sens de moins en moins français. Enfin, Viard parlait. Ça veut dire que vous êtes Marseillais. Je me sens de la Méditerranée. Je me sens de plus en plus de la Méditerranée et de plus en plus mes interrogations sont non pas sur la France ou sur l'Europe, mais sur la Méditerranée. Et c'est là où je me sens chez moi. Hein, c'est-à-dire que bon, Marseille est importante, mais mes racines, je sais aujourd'hui qu'elles sont au centre de cette mer et sur sa circulation. Et c'est en ce sens que je me sens bien ici. Et que je dis, bon, cette ville, bon, il y a des moments où on la déteste quand elle ne supporte pas que des migrations nouvelles viennent, et elle est belle quand tout le monde se retrouve pour partager ses cultures. On se retrouve quand alors, à part la fiesta des Suds, c'est au match de l'OM? Non, on se retrouve tout le temps. Il suffit par exemple de se promener dans la rue Saint-Ferréol ou sur la Canebière. On voit que cette ville, les gens se croisent, se côtoient, se parlent. Il n'y a pas de frontières. Je crois qu'en plus, et je le dis sans exagération, il me semble que c'est la seule ville, disons d'Europe, où un étranger ne paraît pas étranger. C'est-à-dire qu'on ne se pose jamais la question, quand on voit quelqu'un dans la rue, est-ce qu'il habite Marseille ou pas? Obligatoirement, il habite Marseille, même si on vient de débarquer. Ah bon? Ouais. C'est un privilège, ça. Je crois que c'est ce qui fait la beauté de cette ville. Il y a Alfred Pacini qui opine du bonnet et qui a l'air d'être tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi? Vous aussi, vos parents étaient italiens. Vous êtes arrivé en quelle année à Marseille? Parce que c'est vrai que Marseille, c'est une ville qui a reçu en fait tout un tas d'émigrés de toutes les nationalités et on ne se rend pas compte justement de quelle nationalité vous pouvez appartenir, quoi. Tout à l'heure vous parlerez du livre, Paul vous répondra en premier, je pense, mais je voudrais dire par exemple que sur le port de Marseille, moi je suis un docker, n'est-ce pas, hein, et il y avait plus de 30 nationalités et je dois dire que il n'y a jamais eu de problème de racisme, jamais, au contraire. Et maintenant, comment vous sentez la situation, Alfred Pacini? Vous avez l'impression que vous avez vécu le bon temps, le temps de la tolérance, et qu'en ce moment, il y aurait une montée? Je pense que on se sert de la situation économique justement pour réussir au point de vue des problèmes politiques, quoi, à s'élever, à prendre le pouvoir, etc. On se sert d'un terreau qui est malheureusement très mauvais. Et que ça ne doit pas être quelque chose de définitif, il doit y avoir d'autres possibilités, on peut changer les choses, on peut les améliorer. Malheureusement, ça sert, et pourquoi ne pas le citer, le Front National. Ah, ben ça y est, voilà. Ça sert on avait décidé de pas en parler. Le chômage, et on profite à travers cette situation d'attaquer les émigrés, etc. Quant à moi, j'ai travaillé de longues années sur le port. Comme je vous dis, il y avait plus de 30 nationalités, il y avait compris un Chinois que j'ai jamais connu. J'ai travaillé fort longtemps. Et je vous dirais, il y avait du boulot et entre nous, il y avait l'entente, on se retrouvait tous et nous n'avons jamais eu aucun problème en ce qui concerne la race et les nationalités. Alors Jean Viard, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que un peu partout ailleurs, dans la périphérie de Marseille, effectivement, il y a des aspirations Front National et des mairies Front National, et qu'en même temps, ça aussi c'est peut-être un cliché de voir Marseille comme la ville, 1, de la misère, 2, de l'intolérance.
Oui, bon, c'est toujours pareil, il ne faut pas être trop blanc ou trop noir. Je veux dire, c'est vrai que c'est une ville où le Front National est puissant, c'est vrai, comme dans tout le sud français. Bon. Mais d'abord, on peut pas, les gens qui votent Front National ne se votent pas d'abord pour des raisons de racisme. Je veux dire, il ne faut pas tout mélanger en même temps. Et la deuxième chose qui me semble importante de dire, si vous voulez, c'est que c'est vrai que c'est une ville où la présence de l'autre est dans la culture locale normale. Donc les problèmes de rapport entre les groupes font partie de la culture marseillaise. Il y a des endroits où les étrangers sont arrivés à une époque particulière, les gens ne sont pas du tout habitués, la culture locale n'est pas organisée comme ça. Donc moi je suis assez d'accord, mais je dirais Marseille est peut-être moins raciste qu'à d'autres endroits, parce qu'il y a une relation habituelle avec l'autre. Ça n'empêche pas en même temps que c'est une ville qui peut être dure, il ne faut pas non plus le jouer complètement gentiment. Elle a été dure avant-guerre, elle a été très dure dans les années 70, avant peut-être même le Front National, il y a eu des conflits très durs, y compris avec les populations d'origine algérienne, et en ce moment effectivement il y a de temps en temps des bouffées, mais certainement pas plus qu'ailleurs. À mon avis, elle n'incarne pas du tout dans ce pays le racisme, contrairement à ce qu'on fait croire. Je crois que ça serait faux, et ça c'est vrai de le dire. C'est votre avis aussi, Jean-Claude Izzo, dans votre dernier livre qui vient de sortir, qui s'intitule Toile Khéops, donc dans l'excellente collection Série Noire, eh bien votre héros arpente sans arrêt les quartiers les plus durs de Marseille. Il ne cesse de se poser des questions et de vivre l'apocalypse quand même, hein, sur fond de racisme, de violence, d'horreur, de trafic en tout genre. Oui, mais c'est une des originalités de la série noire, c'est que c'est un lieu où littérairement on peut poser des questions. Donc c'est des questions sur mes angoisses, sur nos angoisses. Cela ne veut pas dire que tout est aussi noir et que ce que je projette, c'est des choses qui, à des moments, peuvent arriver. Moi, je crois que cette ville a une formidable capacité à tout assumer et à le dépasser. C'est-à-dire, on peut voir des choses horribles, des manifestations horribles dans cette ville, mais on sait que cette ville va digérer tout ça et continuer à vivre parce que ce qui fait le ferment de cette ville ne pourra pas disparaître. Ça, j'y crois fortement, même si je raconte des choses très noires dans mes bouquins. Alors, vous avez parlé d'apprivoiser Marseille. Est-ce qu'il y a des mots-clés pour essayer de le comprendre un peu de l'intérieur? C'est toujours, je crois, la même histoire entre, je vais dire, Marseille et le reste de la France. C'est qu'on vit sur des images. Bon, le reste de la France a une image de Marseille et chaque fois on essaie de la faire avec des préjugés. On repartira déçu. On dira, bon, c'est une ville dure, c'est une ville tout ce qu'on veut. Mais je crois que si on y arrive libre, comme ceux qui débarquent le jour à Marseille un matin, ceux-là trouvent leur ville, trouvent cette beauté de la ville. Le mot Chaumont, il veut dire quoi? Parce que c'est le titre d'un livre précédent. Ça veut dire en provençal galère. Hein. Mais en même temps, ça a été repris par un groupe qui s'appelle Massilia Sound System, qui est un groupe de ragamuffin marseillais. Donc ils ont dépassé le mot, c'est-à-dire on est dans la galère et plus on est à ramer, mieux c'est. Hein. C'est un peu le symbole aujourd'hui de la ville. Hein. On est tous ensemble et on avance, qu'on puisse la menacer avec des idéologies fascistes. Tous dans la galère, Bernard Robert? Oui, tous dans la galère, et c'est pour ça qu'il faut montrer des choses belles. Parce que le Massilia Sound System, quand il chante, c'est la fête aussi. Et c'est intéressant, ça, c'est pas un de grands berlinois, on ne se mortifie pas de la gloire passée de Marseille. Il y a véritablement, depuis quelques années, un renouveau de gens qui disent, eh ben oui, on est dans la galère, et alors pourquoi pas? C'est ce qui va nous permettre de ressurgir. Et on a les atouts pour ça. Et entre autres au niveau culturel, c'est intéressant. Nous, on le voit sans arrêt, il y a pas mal de groupes qui se créent, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer, et ça va nous permettre certainement de... Bon, quand à la fiesta, par exemple, on accueille 40 000 personnes... Oui, mais alors ces personnes, ce sont les étudiants, les profs, les gens branchés, comme on dit, ou alors ce sont des gens qui viennent de partout? Donc curieusement, le premier partenaire qu'on a eu, c'est le département, c'est le conseil général. C'est pas un hasard non plus, c'est-à-dire qu'on considère Marseille beaucoup plus large que Marseille. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent à Marseille faire la fête, par exemple, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Et c'est la fiesta aussi qui a apporté un petit peu ça. La criée, certainement, là pour ça aussi, c'est des phénomènes qui commencent à exister. Je ne crois pas que ce soit des branchés. Les branchés ont été surpris par le phénomène fiesta. Ils n'étaient pas au départ. Les cultureux, entre guillemets, n'étaient pas dans la fiesta. Parce que c'est toujours pareil. Débranchés, ils sont comme certains hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils ont un discours, Marseille, ville du Sud, par exemple, mais rien ne vit de Sud chez eux.
Et c'est ça qui fait la difficulté. C'est le vieux paradoxe qu'on a toujours vécu à Marseille, c'est-à-dire que les élites ont des difficultés à s'apercevoir de ce qui se passe dans leur propre ville. Et bon, ils renient une image qui est la seule image à pousser, c'est-à-dire qu'on est du Sud, qu'on est des communautés, qu'il y a aussi des Lorrains, il y a 30 000 Lorrains qui sont venus s'installer ici, et que cette ville est capable, sans créer de ghetto, d'emmagasiner tout ça et de recréer des choses. Il manquait des événements culturels, mais ça, c'est des problèmes de volonté d'équipe, comme nous, ou des volontés politiques. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les failles de Valencia, ou s'il n'y a pas la feria de Séville, c'est parce que personne ne l'a créée peut-être, ou personne n'a voulu qu'elle se crée. Il suffit qu'elle se crée. Par exemple, la Fiesta, c'est un succès. Maintenant, c'est incontournable. Je crois que c'est une ville intéressante pour ça, et c'est ce côté moderne de cette ville. Il n'y a pas de ghetto, et les gens qui arrivent sont de suite assimilés à un genre de communauté qui s'appelle Marseillais, mais je le dis encore une fois, beaucoup plus large que Marseille, puisque des gamins de Vitrolles ou des gamins d'Aix-en-Provence s'assimilent presque à la force marseillaise. C'est assez étonnant. Aix, c'est fini par rapport culturellement parlant, c'est dur à dire, mais c'est une ville endormie pour le moment. Ça va peut-être se réveiller. Va se réveiller grâce à vous. Certainement. Mais il y a quelque chose qui se passe là qui est intéressant à analyser. Bien sûr. Hein, on va savoir aussi faire la fête à Aix-en-Provence, on n'en doute pas. Tout le sud de la France va se réveiller culturellement. Gildas Bourdet, vous n'étiez pas marseillais. Non, vous avez même été de la culture opposée, puisque très longtemps vous avez été du Nord, du Nord-Pas-de-Calais. Le théâtre de la Salamandre, c'était vous. Vous avez réinventé justement la réhabilitation d'un langage du Nord. Et puis maintenant, paf, on vous a nommé à Marseille. Au début, vous avez été triste de vous retrouver à Marseille ou tout de suite content? Non, tout de Et suite avez-vous content. été adopté par les gens du Sud? À partir du moment où on a cessé de me poser, mais c'est assez récent la question, alors qu'est-ce que ça te fait d'être à Marseille? Parce que ça y est, on ne me la pose plus. Je considère que ça y est, je suis Marseillais. Mais moi, ce que j'ai constaté quand même en arrivant, c'est qu'il y a une paranoïa marseillaise. Ah oui, je trouve. Je trouve que les Marseillais ne savent pas aimer leur ville, et que parfois, c'est les gens de l'extérieur qui leur disent, mais vous ne savez pas à quel point elle est belle. Ils ne savent pas la vendre, ils la vendent très mal. Moi, j'étais dans l'ignorance du fait que cette ville avait une des plus belles baies du monde pendant des années, alors que je venais jouer au théâtre du Gymnase et que j'avais mon hôtel sur le Vieux-Port. Je croyais que Marseille s'arrêtait au Pharo. Personne ne m'avait dit, il y a une autre... Enfin, la ville continue après. Alors maintenant, j'habite de ce côté-là, j'habite à Andoum, j'habite dans un de ces villages, mais je crois que il y a quelque chose que les Marseillais ne savent pas faire pour se mettre en valeur. Je trouve que la ville est comme une belle femme qui ne serait pas du tout coquette et qui se dirait, mais alors, qui serait le cheveu sale et qui dirait, mais on m'aime pas assez. Il faut commencer par s'aimer soi-même. Et je crois que Marseille, c'est pas tout à fait s'aimer. Je voulais poser la question à Jean Viard. Est-ce que dans l'après-guerre, les élites commerciales, les élites financières, les élites industrielles de cette ville n'ont pas un peu trahi Marseille au profit de... Je connais quelqu'un qui est un grand responsable d'un organe de presse et qui est arrivé à Marseille il y a 5 ans. Non, je ne peux pas le dire. Et on lui a dit, mais tu vas habiter à Marseille? Sous-entendu, tu ne vas pas habiter à Aix? Et il a habité à Marseille. Ouais, mais il y a ce réflexe quand même là. Alors Jean Viard, Mazot, les Marseillais? Non, je ne sais pas si on peut dire Mazot, mais ils sont très différents. Je crois que ce que vous dites sur les élites est traditionnellement assez vrai depuis assez longtemps. Elles rêvent toujours que la ville soit autre, y compris dans les années 60, quand on a fait la politique du deuxième centre, etc. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que ce soit une grande ville tertiaire et qu'il n'y ait plus au fond d'étrangers, d'ouvriers, ressembler aux autres. Et de l'autre côté, il y a effectivement une ville industrielle ou portuaire qui refuse de dire que le monde a changé. Qui dit non, c'est une ville industrielle. Oui, d'accord, mais c'est aussi une grande ville tertiaire. Et c'est là, au fond, qu'on doit élever nos enfants sur que c'est du boulot. C'est plus bon. Donc il y a les deux qui sont en mouvement. Mais c'est vrai que c'est aussi une ville qui n'a pas de grandes élites. Il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il n'y a pas de bourgeoisie urbaine. Je veux dire, une grande ville qui n'a pas une bourgeoisie qui accumule de la culture dans la longue période, etc., ça compte. Alors il y a des élites dans les communautés, ça c'est vrai, mais il n'y a pas une grande bourgeoisie urbaine qui porte sa ville, qui la désire, qui la vend. Et ce que vous dites est très juste. Souvent, on croit que ça s'arrête au Vieux-Port. Alors que c'est une des plus belles baies du monde. Quand on monte à Notre-Dame de la Garde, qu'on la voit ouverte comme ça, elle est extraordinaire. Et juste un mot, mais c'est ça aussi qui fait que Marseille est une ville homogène. On partage la baie. Vous savez, les quartiers les plus pauvres, les HLM souvent les plus dégueulasses, ils regardent la mer comme les autres. Donc on a quelque chose en commun, c'est le site. C'est pour ça que les gens sont marseillais. C'est pas des HLM qui se reproduisent pendant des kilomètres comme à Vénissieux ou dans certaines banlieues parisiennes. Ça joue beaucoup dans le fait, effectivement, de ce sentiment d'appartenance à cette ville qui fait qu'au fond, il y a moins de conflits souvent qu'ailleurs. Et l'OM, vous en avez parlé juste un mot, l'OM à Marseille, c'est calme. Juste un mot. Non, comment comprendre Marseille sans aller à un match de l'OM? Mais aussi parce que c'est calme.
parce qu'il n'y a pas de bagarre à la sortie, c'est Ah oui, moins mais dur si qu'au c'est PSG, je veux calme dire. que au moment des matchs, ça Non, c'est dur. pas que. Dans les banlieues marseillaises, il y a de la pauvreté, il y a des tas de trucs, mais c'est plutôt moins de voitures brûlées qu'à Vénissieux. Les grandes banlieues qui ont éclaté en France, c'était pas Marseille. Donc tout ça, il faut en tenir compte pour comprendre l'ensemble du processus. Alors l'OM, la communion, l'effervescence, le rêve, l'idéal pour toutes les jeunes générations, est-ce que l'OM n'a pas perdu de son attrait et de son pouvoir symbolique? Oh, l'OM, quand elle baisse un peu, puis elle remonte. Vous savez, ça a toujours été comme ça. Quand on est en champion d'Europe, on Oui, mais remonte tout à fait. maintenant, Mais bon, on va l'OM remonter, au cœur faut pas de vous tous les inquiéter, ça Marseillais. reviendra au milieu. Si, je Faut pas m'inquiète, rêver. justement, je Non, m'inquiète. ça remontera. Et de toute façon, c'est quand même pas la seule question, je veux dire. C'est un Ah, des très enjeux. important, Il y en a- non. Très important, il y en a d'autres. Moi, quand l'OM gagne, je suis Bon. content, alors que je suis dû aller 2 fois au match, pour le dire honnêtement. Ça fait partie du fond commun, ça. Alors Chourmeau, l'OM, j'ai déjà 2 mots de passe pour essayer d'un tout petit peu d'apprivoiser Marseille. Vous nous en proposez un troisième, Jean-Claude Izzo. Une recette de cuisine, parce qu'il ne faut pas oublier la cuisine. Oui, hein. il faut- Surtout quand on lit vos bouquins, on Oui, non, fait mais la c'est- cuisine en même temps. C'est ça, c'est là où on rejoint cet esprit du Sud et de la fête. C'est que, bon, quand qu'on écrive des polars ou pas, dès qu'on parle le Sud, il y a obligatoirement l'huile d'olive qui est pas loin, Voilà. il y a des odeurs, il y a le repas. Et je crois que ce qui est important ici, c'est bon, c'est la convivialité du repas, c'est-à-dire qu'on aime faire la cuisine, inviter les amis, et on tchatche, on prend le temps de parler. Et ce qu'il y a de formidable aussi, c'est que on peut être dans la merde, il peut y avoir un truc grave, mais bon, si c'est midi, on prend l'apéro, on va manger et on verra après. Parce que de toute façon, rien ne presse et tout peut se régler. Hein. Et je crois que c'est ça aussi le génie de cette ville, c'est de jouir de la vie, quoi. Bon, on est du Sud, hein, et donc on n'a pas la tête prise par les McDonald's et des choses comme ça, même si on essaie. Oh, il y en a d'inculquer- quelques-uns, y Oui, mais compris, ça, sur le on vieux essaie port. de faire bouffer ça à nos gosses, et après on leur met d'autres saloperies dans la tête. Hein, ça va ensemble. Plus on perd le goût de vivre, plus on perd le goût de la vie elle-même, quoi. Donc. Alors rien ne presse à Marseille, peut-être le désir d'écouter la musique presse un peu. Bernard Robert, grâce à vous, nous avons ce soir un deuxième groupe que vous allez nous présenter. Il s'appelle Bana Marseille. Est-ce que vous pouvez nous parler de la composition de ce groupe? Parce que je crois qu'elle est vraiment à l'image de ce qui se passe en ce moment même à Marseille, dans plusieurs quartiers. Déjà, c'est un orchestre qui existe depuis pas mal de temps, mais qui est véritablement symbolique de Marseille. Il y a pratiquement des grandes communautés marseillaises. Moi, je crois qu'il faut les entendre, puis après, on verra un petit peu, on pourra en parler un petit peu après. D'accord. Alors, Bana Marseille, vous êtes prêts à démarrer. Bana Marseille, quand même, ça veut dire les enfants de Marseille. Les enfants de Marseille. Voilà. Donc, les enfants de Marseille vont nous interpréter un de leurs derniers titres qui s'intitule Tina. À vous, les enfants. Ingeyo tate, nani wabongele dimpaja mwane. Yemato baba didi, aluchete kina. Alevute kina. Bana Marseille. Tina tina ngana lembi. Tina tina ngana lembi. Naleka awa bamonakio. Naleka kuna balobi olekaki. Solo ngai mwana mawago nakolela. Nakolela tinago nakolela. Nakolela tinago nakolela ka. Tina tina ngana lembi. Tina tina ngana lembi. Naleka awa bamonakio. Naleka kuna balobi olekaki. Solo ngai mwana mawago nakolela. Nakolela tinago nakolela. Nakolela tinago nakolela ka. Ona koma koka mwa mokili mpona nini boye. Nzambe asala bato na mokili po balingana. Nzambe asala bato na mokili
po basalisa na mama o bato nyonso baleye nakoma kokamwa mokili mpona nini boye nzambe asala bato na mokili po balingana nzambe asala bato na mokili po basalisa na mama o bato nyonso baleye nakoma komituna ntina na ngai mpo nayeba mama nakoma kokamwa mokili mpona nini boye nzambe asala bato na mokili po balingana nzambe asala bato na mokili po basalisa na mama o bato nyonso baleye ngai nasala nini na mokili mpo bayinaka nga boye nzambe asala bato na mokili mpo balingana nzambe asala bato na mokili mpo basalisana lelele lelele Idée de l'ambiance qui règne toutes les nuits ici, donc au Doc 19, toutes les nuits pour s'étourdir de musique et s'étourdir aussi de musique venue de différents territoires. Et Bana, donc les enfants de Marseille, Bana Marseille, eh bien, ils ne se sont pas regroupés par ethnie, ils sont regroupés par affinité musicale. C'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Marseille, il n'y a pas de ghetto, c'est un groupe africain, c'est rare chez les Africains qui travaillent ensemble, il y a même un Arménien qui joue de la basse, c'est intéressant. Alors Philippe Foulquier, depuis le début de cette émission, on essaye de comprendre tout doucement, discrètement, très modestement, parce que c'est pas nous les Parisiens qui venons très rapidement comme ça à Marseille, qui allons repartir, qui allons tout comprendre d'un coup. On essaye d'apprivoiser Marseille et d'essayer de comprendre pourquoi nous, les Parisiens, on l'aime tant. Marseille qui n'aime pas qu'on l'aime, Marseille qui ne fait rien pour qu'on l'aime. Qu'est-ce que ça veut dire être Marseillais ? Je ne sais pas répondre à cette question parce que comment dire, c'est un choix ou une nécessité pour vous? Ouais, c'est un peu une nécessité. En fait, je suis Marseillais, je pars pendant 20 ans, je reviens au bout de 20 ans. Ah. Bon. Donc, c'est dans l'ordre des choses, finalement. Et alors, j'essaye pas d'être Marseillais, mais je le suis. Enfin, Ah, bah oui, mais ça veut dire quoi, alors, l'être? Je travaille, j'essaye de faire venir des gens, j'essaye de faire... Moi, je pense que ce que disait Gildas, par exemple, quand il venait jouer et qu'on lui montrait le Vieux-Port, nous, on essaye, au contraire, de montrer Marseille. Enfin bon, on aime la ville, mais d'une certaine manière, quoi. On se méfie un peu, quoi. Elle a des couvaches, la ville en question. Ça existe aussi, ça. Oh, on ne va pas en citer, mais il y en a eu... Bah si, je me rappelle une campagne de presse contre une personne qui travaillait à la mairie pour la culture, qui était une personne formidable, qui maintenant est responsable d'un centre culturel français au Maroc, qui avait carrément une campagne de presse qui était, ouais, on peut le dire, ignominieuse, quoi. Ça existe, ça. Quelques années avant, l'Alcazar de Marseille, c'était quand même une grande chose. Bon, on l'a laissé disparaître comme ça. Enfin, c'est une ville, mais c'est des couches, quoi. En 62, j'étais frappé à l'époque, j'étais pas frappé parce que je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais étudiant et tout d'un coup, il y a ce qu'on appelait les rapatriés. En réalité, les rapatriés, ils étaient rapatriés à 25%. La plupart, c'était des nouveaux, c'était des gens qui étaient d'origine marocaine, espagnole, italienne, et qui n'avaient jamais foutu les pieds dans l'Hexagone, quoi. Et qui sont arrivés comme ça, enfin, je sais pas combien, mais la ville a intégré ça
avec une facilité. Bon, à l'époque, je me rappelle, on disait, oui, il y a un pied noir qui a piqué des disques dans une boum, des conneries, quoi, mais il n'y avait pas eu de rejet. Et c'était quand même énorme, cette transformation de ville, là, comme ça, ce passage aussi important de population. Et aujourd'hui, comment vous la ressentez, cette ville, puisque vous êtes revenu? Ben, moi, je ne la sens pas aussi péjorative, aussi hostile à l'étranger que ce qui a été dit. Je veux dire qu'il y a, il faut pas blaguer, Ibrahim Ali a été assassiné dans nos quartiers quand même, il n'y a pas longtemps, et par des colleurs d'affiches du Front National. Mais, pour pas les citer comme vous dites. Mais à côté, il y a Toulon, et il y a mon camarade Paquet qui est mis sur la touche par le maire de Toulon. Enfin, vous permettez qu'on le dise, ça, quand même? Ah ouais, bah, on dit ce qu'on veut, on dit tout ce qu'on a envie de dire. Avec fermeté et conviction. Il y a des réalités qui sont... Oui, le Sud est entaché par une poussée extrémiste de droite, et c'est grave. Et moi, je dis qu'il faut aussi que les artistes s'en mêlent de ça. Mais je ne crois pas que Marseille soit plus atteinte, ou plus gravement touchée par ça. Moi, je ne sais pas, je ne sens pas ça comme ça. Alors bon, effectivement, je suis moins cible que d'autres. Il faudrait peut-être que vous nous expliquiez ce que vous êtes en train de faire, d'inventer et d'inaugurer, car finalement dans un territoire géographique qui se situe à Marseille, mais qui n'est pas dans le cœur traditionnel de Marseille, eh bien vous êtes en train d'imaginer un nouvel espace culturel où des tas de disciplines pourront se mêler. Alors est-ce qu'il y a un engagement de type citoyen dans votre friche? Oui, il y a de la conviction. Je pense que la friche nous a redonné le goût de nos convictions, et je pense que s'il n'y avait pas eu ça, il est probable qu'on n'en serait pas là en termes de notoriété, de développement. Je pense que si on a su convaincre Jean Nouvel, par exemple, de travailler avec nous, ou si... je regardais votre émission une fois où Gatti parlait de Strasbourg en regrettant Marseille. Ouais. Bon. Alors on vient de voir quelques images très rapides de la friche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus concrètement ce projet, dans quel territoire il se situe et quelle est son ambition ou ses ambitions? Alors il est à 150 mètres d'ici. Oui, tout près. Oui, mais c'est bien parce qu'on travaille souvent ensemble. Et moi j'ai travaillé dans de nombreuses villes avant de revenir à Marseille. Et ici, je dis que les responsables des équipements culturels, ils ont le souci de la ville. Ils travaillent pour la ville. Gildas, on travaille ensemble. Bernard Robert, on travaille ensemble. On travaille avec d'autres théâtres, on travaille avec d'autres structures. Et puis c'est une volonté. Alors la friche, elle représente un peu ça, parce qu'effectivement, il y a Gatti et Ayam. Il y a MC Solar qui fait des ateliers, et au stand qui écrit. Il y a, je ne sais pas, enfin... Il y a le théâtre de marionnettes, Massalia, et puis il y a Claude Régis qui tourne un film. Bon, alors toutes ces choses... C'est un énorme laboratoire d'accueil, d'expérimentation et de proposition. Mais en même temps... moi j'ai envie de dire que c'est une autre forme de recherche de plaisir, c'est-à-dire d'essayer d'arranger la vie pour que quand même... Enfin, la vie ça s'arrange pas, mais en tout cas ce qu'on peut arranger, c'est de prendre le bon côté, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que finalement nos explorations, c'est essayer de trouver ça? Oui, j'ai envie de dire ça comme ça. Je veux dire que je dis conviction, mais je dis pas ascétisme. Et ce qu'on essaye de faire là, c'est... Vous savez, un artiste qui vient dans une ville, il faut bien qu'il la rencontre, cette ville. Alors il faut peut-être du temps à ça, ou du retour. Et puis voilà, c'est ça qu'on essaye de faire, finalement, faire que des artistes, des opérateurs culturels, on dit des producteurs, viennent à Marseille, viennent apprécier la ville, et qu'ils y reviennent. Alors c'est pas un hasard si vous avez investi un territoire en friche, un territoire abandonné, un territoire qui n'est pas institutionnel. Ça voudrait dire que la culture, pour pouvoir se revivifier, elle quitte les lieux institutionnels et les lieux un peu de célébration et de répétition. Non. Non, je travaille avec Bourdet prochainement. On présente le Faustus de Kent Ridge, l'Union sud-africaine. Non, les lieux de culture, moi je les revendique. Je revendique les théâtres. J'adore le plateau du Tourski de Richard Martin. J'adore ce plateau. Et je ne suis pas tout seul, les danseurs adorent ce plateau. Beaucoup mieux que les plateaux qu'on leur fabrique. Simplement, nous, dans les lieux où on est, ils peuvent venir et prendre le temps de travailler et de rencontrer. Alors, c'est une autre approche. Moi, je dis que c'est complémentaire. C'est à l'échelle de cette ville, finalement. C'est complémentaire. On essaye de rencontrer les choses.
Mais je ne vois pas que ce soit antithétique. Alors, c'est vrai que sur la manufacture de tabac, puisque tout cet ensemble de la Fiesta ici, dans les futures archives, ou là où on est nous, les anciens magasins de la Ceuta, c'est ce qu'on appelle la manufacture. Un site de 12 hectares. Oui, un énorme endroit que vous avez quand même tous les deux réinvesti Oui. par des propositions artistiques. C'est souvent le cas. En ce moment, on accueille des Irlandais de Temple Bar, du Project Art Center de Temple Bar. Ils sont aussi dans un quartier soumis à renouveau, sur des objectifs culturels. Mais les artistes, ils étaient avant que les aménageurs aient pensé ça. Ouais. La friche, on était avant que les aménageurs disent c'est le pôle culturel d'Euro-Méditerranée. Ouais, Bon. c'est-à-dire que vous inventez avant même que les promoteurs ne s'en emparent. Et vous aussi, Bernard Aubert, On non a démarré ensemble avec l'équipe de la friche Oui, c'est sur vrai. 2 optiques différentes mais complémentaires. Eux, ils ont tout un travail d'accueil de groupe, etc., etc. Nous, on a plus un devoir de montrer, d'être à un moment donné, de faire des événements forts qui de donnent montrer, un peu de un faire sens. se rencontrer, Bien sûr. d'être ensemble. Et surtout de rencontrer un public. Parce que c'est vrai qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, mais il y a un mélange de public qui ne se fait pas de partout. Le drame de beaucoup de milieux culturels, c'est pas qu'à Marseille, ils sont très cloisonnés. Chacun a des qualités qui ne sont pas à remettre en question, mais très cloisonnés, avec un public très spécifique. La Fiesta, c'est le seul qui est horizontal. Et il y a des soirées et des moments de la friche qui sont pareils. Ça, c'est ce travail qui est intéressant. Bon, nous, on rage que ça s'appelle la friche. On n'a pas envie que ça s'appelle la friche. Parce que déjà, ça a un avenir En économique. friche, c'est Oui, mais nous, bon, hein, c'est idée presque un friche, donc slogan. oui, mais j'ai pas envie que ce soit des friches. C'est pas des friches tout ça. C'est des moments, des endroits où effectivement les gens ont disparu au niveau activité économique. J'espère qu'il sera maintenu sur d'autres secteurs, parce qu'il ne faut pas non plus dire que la culture va remplacer l'économique. C'est totalement illusoire. C'est une vision d'intellectuel. Ça n'existe nulle part. Par contre, la culture peut permettre de montrer, de valoriser, de faire avancer. Les Catalans ont 20 ans d'avance sur nous sur ça. Ils ont compris très rapidement que la culture pouvait montrer des lieux et donc à ce moment-là, l'économique revenait. Bon, mais on ne va pas reparler de ça. Ici, nous, la Fiesta, c'est un peu cette histoire aussi. C'est de montrer des lieux qui sont vraiment des lieux qui ont un avenir immédiat économique. Voilà. Il y a la notion Ouais. d'échange, je veux dire, inviter les groupes qui m'invitent ici. Philippe Foulquier. Nos relations, par exemple, je porte là ça parce que c'est le t-shirt de ma copine Brigitte de Fontenoy Oui, ça fait l'usine très C de chic, Montréal. hein, Non, parce que c'est aussi des copains, c'est des, Ouais. c'est des lieux, C'est des tribus, des appartenances. c'est des aventures où des individus ont lancé des choses, ont été rejoints, puis ça fait des histoires de gens qui sont vivantes. Voilà. Des histoires de gens, de mariage d'amour, de Il y a ça aussi. connivence profonde. Je vous propose tout de suite d'écouter un 3e groupe, toujours grâce à Fiesta des Suds, la culture de tous, par tous. C'est le sous-titre de cette manifestation culturelle qui se tient jusqu'à samedi 5h du matin, 5-6h du matin. On va découvrir Alabina et Los Niños des Sahara. Alors Alabina, Bernard, je vous laisse le soin de nous présenter cette superbe jeune femme israélienne. C'est une chanteuse qui s'appelle Ishtar, qui est donc d'origine israélienne, qui a rencontré des gitans de Montpellier et qui font un travail intéressant. Encore une fois, mélange de musique, mélange de genre, mélange de style, mais toujours qui produit quelque chose de qualité. Alors eh ben, on vous écoute. À vous. De Granada a Casablanca, enterré mi fantasía. Una guitarra gitano canta, cántame Andalucía. De Granada a Casablanca, tú me bailas en la playa, con tus ojos negros chiquita, y con tu boca enamorada. Enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, como tú, como tú, como tú, no hay nadie como tú. A ver, chiquita, agua, a ver, a ver, la chiquita. ما شاء
La nuit sera chaude et sensuelle grâce à Fiesta des Suds. Jean-Pierre Rostand, vous êtes bien discret, vous êtes bien timide, vous êtes bien silencieux depuis le début de cette émission. Moi, je suis toujours un petit peu à l'écart. Oui, vous êtes toujours à l'écart. Vous êtes un écrivain remarqué et remarquable. Vous publiez un roman qui concourt d'ailleurs dans plusieurs prix littéraires. Je vois que vous